Vous connaissez certainement tous dans votre entourage quelqu'un qui, un jour, a frôlé la mort. Mais le saviez-vous, près d'un quart d'entre eux affirment avoir entrevu, au cours de cette expérience de mort imminente, un autre monde, un au-delà, avant de revenir dans le monde des vivants. Et tous racontent avoir emprunté ce même tunnel menant vers une lumière envoûtante. Ces témoignages concordants sont-ils alors la preuve de l'existence d'un au-delà? Et peut-on vraiment quitter son corps et pénétrer une autre dimension? Face à l'étrange, à enquêter pour vous, à vous de juger. J'ai senti que je m'élevais, j'ai regardé en bas et je me suis rendu compte que j'étais capable de voir mon propre corps. Pourtant, je n'avais pas l'impression qu'il s'agissait de moi. J'ai vu des choses que l'on ne voit probablement que lorsque l'on meurt, à supposer que cela arrive quand on meurt. Ce jour-là, je suis morte, j'étais presque morte. Mais ce qui m'est arrivé, je n'en ai pas la moindre idée. Passer dans le monde des morts et revenir dans celui des vivants. L'expérience terrifie et fascine à la fois. Ceux qui l'ont vécu en sortent bouleversés. Qu'ont-ils vu? Et comment expliquer ce phénomène? Je crois que cette expérience relève du spirituel et qu'elle ne s'explique ni par la médecine ni par la science. 40 ans pourtant que les expériences de mort imminente passionnent et divisent les scientifiques. Tous s'appuient sur des témoignages précis, plus incroyables les uns que les autres. Voici leur histoire aux frontières de l'inconnu. Pour cette jeune femme, l'aventure a commencé quand elle a franchi les portes d'un bloc opératoire. Victime d'une hémorragie, elle vient d'être admise en urgence. Elle est en danger de mort. Les médecins tentent l'impossible pour la réanimer. C'est probablement à ce moment-là que j'ai décidé de m'en aller. Parce que c'était une expérience extrêmement douloureuse. C'était il y a 30 ans, mais Rita n'a rien oublié. Surtout pas l'instant précis où elle décide de s'en aller. Je pouvais me voir sur la table d'opération. Les gens étaient très occupés. Et je me souviens très bien avoir pensé « Vous perdez votre temps. Je n'ai pas l'intention de revenir ici-bas. » Les médecins sont en train de l'opérer, mais Rita est ailleurs, devant un tunnel inondé de lumière. Au bout de ce tunnel, un paysage de printemps baigné par les rayons du soleil. Comme en état d'hypnose, elle se met à explorer les lieux. Son regard est attiré par l'éclat de l'eau d'une rivière. L'eau était magnifique. Elle brillait. Je me dirigeais vers l'eau et puis j'ai réalisé qu'il me fallait réfléchir et revenir en arrière. La pensée de son mari et de ses 2 filles l'empêche alors de franchir le seuil qui sépare la vie de la mort. Le tunnel, la lumière, la beauté et la sérénité, les ingrédients sont toujours les mêmes, y compris pour ceux comme Rita qui ne croient pas en Dieu. Je n'ai pas de croyance particulière concernant une vie après la mort ou toute autre chose. C'est plutôt surprenant que cela me soit arrivé à moi. À Londres, le neuropsychiatre Peter Fenwick a étudié plus de 2000 cas d'expérience de mort imminente. Nombreux sont ceux qui racontent le même voyage. Dans 30% des cas, la personne quitte son corps. Elle flotte dans un tunnel qui est la plupart du temps noir avec au bout une lumière éclatante. Elle flotte vers cette lumière. Souvent, il y a une rencontre avec un être lumineux dans cette lumière, avec qui l'on peut discuter. Puis on se retrouve dans un magnifique jardin anglais aux couleurs charmantes, très fleuries. On retrouve parfois des personnes décédées ou qui sont encore en vie. Et puis vient le moment de la décision. On est devant un pont ou un portail et on comprend alors que si on traverse, on est mort. Et là, soit vous traversez ce rayon lumineux, soit vous reprenez possession de votre corps. Tous ont emprunté le fameux passage qui conduit au monde des morts. Mais pourquoi sont-ils revenus? Et combien de temps peut-on rester dans ce monde? Pour Jamie, le voyage a duré 10 minutes au cours desquelles son pouls et sa respiration ont cessé de fonctionner. Elle avait 4 ans et souffrait d'une grave méningite. Les médecins ont réussi à la réanimer. Pendant l'opération, je suis sortie de mon corps et je me suis mise à flotter dans le ciel. Et j'ai aperçu une lumière éclatante. Elle est tombée sur moi comme un arc-en-ciel. Et Dieu a commencé à me parler. Il m'a dit que je n'allais pas mourir, parce que je devais aider ma mère qui venait d'avoir un bébé, mon petit frère.
Jamie est l'un des cas étudiés par Melvin Morse, un pédiatre américain passionné par la question. Je me suis penché sur les expériences de mort imminente quand j'ai ramené à la vie une petite fille de 7 ans qui avait eu un accident dans une piscine. Elle avait vécu une expérience de mort imminente très forte et très précise. Installé à Seattle, au nord-ouest des États-Unis, le pédiatre demande aux enfants qui ont vécu cette aventure de mettre en image leurs souvenirs. Ce dessin est celui d'un jeune homme victime de 3 arrêts cardiaques. On y voit un arc-en-ciel, de la lumière, des cœurs. Les mêmes images de paix et de bonheur comme chez les adultes. Ces dessins ont été réalisés par des enfants âgés de 4, 5, 7 et 8 ans. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup trop jeunes pour avoir des images préconçues sur ce que l'on est censé voir quand on meurt. Et pourtant, eux aussi nous disent qu'à la fin de la vie, il y a de la lumière et de belles choses. Plus surprenant encore, le cas de cet aveugle de naissance, qui à 8 ans et demi a vu lui aussi des images de lumière. Je n'avais jamais connu et je n'ai jamais plus connu depuis la perception de la vision. Sa vision est celle d'un paysage éclatant de blancheur, couvert de neige et traversé en silence par un tramway. C'était très particulier. Voir quelque chose sans le toucher ou sans l'entendre. J'étais capable de pures sensations visuelles, de voir ce tram qui se déplaçait sur les rails. Qu'ils soient enfants ou adultes, tous ont un point commun, celui d'avoir vu l'au-delà avant d'être ramenés à la vie. Mais l'expérience ne touche pas que les mourants. Dans cette base aéronavale en Pennsylvanie, les pilotes sont même en parfaite santé. Mais pour juger de leur capacité à manœuvrer un avion de combat, ils sont soumis à des tests très violents. Ok Doug, prêt à partir? Je suis prêt. Attention au signal. 3, 2, 1. C'est parti. Le pilote est assis dans une énorme centrifugeuse qui reproduit jusqu'à 10 fois la force de gravitation de la Terre. Quand la machine est réglée au maximum, la circulation sanguine est perturbée. Privé d'oxygène, le cerveau cesse de fonctionner. Quand un pilote est impliqué dans une manœuvre de combat aérien, des forces dues à l'accélération s'exercent sur son organisme, de la tête jusqu'aux pieds, et le sang s'éloigne du cerveau. Si cela dure longtemps, il peut perdre connaissance. À gauche sur l'écran, Rob McConnell, pilote de chasse chevronné, ne résiste pas à l'énorme force gravitationnelle. Tout s'est passé très vite. Ce jour-là, je simulais la poursuite d'un avion sur l'écran face à moi. On volait en ligne droite et à la même hauteur. Soudain, il a viré à gauche très brusquement. Je l'ai suivi et j'ai dû frôler les 10 G. Immédiatement, je me suis retrouvé dans un parc d'attractions. Je me promenais dans ce parc. Je me souviens de l'odeur de barbe à papa. Il faisait chaud ce soir-là, c'était l'été. Le son du manège, très doux au début, est devenu soudain désagréable, comme un chuchotement pesant. Et là, j'ai réalisé que je me trouvais dans la centrifugeuse et que l'alarme était activée. Alors je l'ai éteinte. En regardant son visage à l'écran, difficile d'imaginer que le pilote est en train de vivre un tel bien-être intérieur. Les cas sont pourtant nombreux. Généralement, lors de tels évanouissements, on retrouve l'image du tunnel et le fait d'être face à la lumière. Il y a aussi cette sensation de flottement, un désir de ne pas être dérangé. Comme dans un rêve. Et puis la conscience revient peu à peu et avec elle, la confusion. Les personnes sont tout à coup désorientées et puis finalement, elles récupèrent complètement leurs esprits. Alors d'où vient cette capacité du cerveau à créer du beau dans les pires moments de la vie? Tout s'explique par le fonctionnement des cellules cérébrales. Perturbées, elles ne contrôlent plus rien. Je pense qu'il faut comprendre le concept de désinhibition. La plupart du temps, la majorité de nos cellules dans le cerveau ont pour fonction d'en inhiber d'autres, permettant à l'ensemble de fonctionner.
tout reste sous contrôle. Mais la consommation de certaines drogues, l'approche de la mort ou la mauvaise oxygénation du cerveau affectent directement ces cellules inhibitrices. Le cerveau n'est plus sous contrôle, il devient très agité, comme pris de folie. C'est la raison pour laquelle toutes ces expériences ont comme point commun le tunnel, les lumières et cette étrange sensation de voler. Désinhibé, le cerveau se coupe du monde réel et décide de créer sa propre réalité en allant chercher des images stockées dans sa mémoire interne. Le fait d'approcher de la mort agirait sur les zones du cerveau responsables de la pensée et des sentiments. Pour localiser ces zones, l'université d'Oxford utilise l'imagerie par résonance magnétique. La patiente qui s'apprête à entrer dans le scanner est en bonne santé, mais elle va être plongée dans le même univers que ceux qui ont expérimenté la mort imminente. On a essayé de recréer l'expérience visuelle d'un déplacement dans un tunnel avec une lumière éclatante. On voit ici une partie qui s'active. C'est le cortex visuel primaire et secondaire. Il se trouve à l'arrière du cerveau. Mieux encore, les scientifiques savent aujourd'hui que cette zone de la vision est la première à réagir quand le cerveau est privé d'oxygène. L'autre zone touchée, c'est le lobe temporal, responsable de la mémoire, des sensations et des émotions. Le cerveau est l'un des organes qui demande le plus d'oxygène. Quand le cœur s'arrête de battre, lorsque l'on se rapproche de la mort ou lorsque l'on est sujet à une intense force de gravitation, le cerveau est privé d'oxygène. Il ne fonctionne plus normalement. Pour comprendre ce qui se passe quand le cerveau décide de se couper du monde extérieur, la psychologue britannique Susan Blackmore compare le phénomène à ce qui se passe la nuit devant une fenêtre. Tout est question de reflets. Ce qui fait d'une expérience une réalité, c'est ce qui se passe dans notre cerveau. C'est exactement comme lorsque vous êtes devant une fenêtre. Quand il fait clair dehors et sombre à l'intérieur. Vous voyez l'extérieur, mais pas l'intérieur. Mais la nuit, c'est tout le contraire. Vous ne voyez rien dehors, vous voyez la lumière du dedans et grâce au reflet dans la vitre, vous apercevez même mieux le dedans que le dehors. C'est un peu la même chose pour l'expérience de mort imminente. Les yeux sont fermés, mais on peut entendre des bruits. Tous les sens sont embrouillés, il devient impossible de déchiffrer le monde extérieur. Et par contraste, ce qui se passe à l'intérieur, dans le cerveau, devient soudainement plus clair. Les tunnels, les lumières, les personnes qui nous sont chères, toutes ces images produites par le cortex visuel deviennent réelles. Ça a l'air tellement vrai, on le ressent tellement fort, qu'on ne pense pas qu'il s'agit d'une hallucination. C'est très surprenant. Il s'agit donc d'une image mentale, une sorte d'hallucination provoquée par la libération de neurotransmetteurs. Le mécanisme est le même chez chacun d'entre nous. On a tous les mêmes câblages dans le cerveau. L'expérience de base est la même pour tous, parce que le cerveau fonctionne de la même manière chez tout le monde. C'est à Los Angeles, dans les années 70, que le psychologue Ron Siegel a avancé sa théorie, et elle est fascinante. En période de grand stress, le cerveau libère des endorphines qui procurent une immense sensation de bien-être, de flottement et de sérénité. Il est naturellement programmé pour se protéger de la douleur. C'est un formidable mécanisme de protection contre la douleur, les traumatismes psychologiques et les blessures. C'est très connu dans le cas des champs de bataille. Les vétérans racontent avoir flotté au-dessus du champ de bataille après avoir été touchés par un tir ou une balle. Ils se sont vus planer au-dessus de leur corps, alors que les médecins tentaient de les ranimer et ils ne ressentaient aucune douleur. C'est la même chose pour certains otages, qui ont eu par exemple les yeux bandés ou qui sont restés ligotés et bâillonnés dans une pièce sombre avec la peur d'être exécutés. Ils se sont vus quitter leur chaise, quitter la pièce, flotter au-dessus de leur corps, traverser la porte. Cette décorporation était pour eux l'unique moyen de se sauver, de se protéger. Sortir de son corps pour fuir un trop grand mal-être. David Taylor a vécu cette aventure alors qu'il était sur un lit d'hôpital. Quelques heures auparavant, il disputait un match amical. Au cours de la rencontre, un autre joueur le percute très violemment.
Sur le coup, j'ai pensé que j'étais juste un peu sonné. J'ai repris mes esprits et la partie a continué. Le match était presque terminé quand j'ai commencé à avoir des douleurs en bas du dos et dans l'estomac. C'est en fait le rein qui est gravement touché. David entre en urgence à l'hôpital. On m'a gardé en observation dans une salle et la priorité, c'était d'arrêter l'hémorragie car j'avais perdu beaucoup de sang. Alors qu'il n'a reçu aucun médicament susceptible de modifier sa conscience, David a soudain l'impression de quitter son corps. J'ai senti une montée puissante, comme si on m'extrayait de mon corps, comme si on me tirait par le buste. J'ai pensé, bon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est vraiment bizarre. J'étais en train de me soulever jusqu'à la tringle à rideau qui était dans la chambre. Et une fois arrivé en haut, je pouvais voir les gens et les objets qui m'entouraient. Je pouvais même voir les gens qui discutaient dans le couloir, dans les autres salles. Je voyais tout très clairement. Et là, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Je me suis retourné et j'ai regardé mon lit et j'ai vu le contour de mon corps. Une espèce de matière floue de couleur grise. Tout le reste autour était très clair, mais sur le lit, il y avait juste une forme grise. Et cette forme, c'était moi, bien sûr. Devant un tel spectacle, le jeune homme se met à paniquer. Et à ce moment-là, il sent une force qui le ramène à la conscience. Infirmière! L'explication rationnelle, c'est qu'il s'agissait d'un rêve. Mais je vous jure que ce jour-là, je n'ai pas rêvé. Mais l'aventure qui est arrivée à Pam Reynolds est certainement la plus incroyable. Comme David, elle a quitté un jour son enveloppe corporelle alors qu'elle était plongée dans un coma artificiel. Elle venait d'avoir une hémorragie cérébrale. Pour la soigner, il a fallu faire baisser sa température corporelle et suspendre toutes les fonctions vitales. Son cerveau, notamment, n'était plus irrigué, un état végétatif qui ne l'a pas empêché de voir toute l'opération dans les moindres détails. J'étais capable de voir ce que tenait le chirurgien, un instrument cylindrique long qui ressemblait beaucoup à une brosse à dents électrique. Cette partie longue et fine juste après la brosse. Le chirurgien tenait cet instrument comme on tient un stylo pour écrire. J'ai vu un boîtier qui ressemblait à une boîte à outils que mon père utilisait quand j'étais petite. Je me souviens qu'il rangeait ses chaussettes à l'intérieur. La boîte était peu profonde et il y avait de longs objets à l'intérieur. Ces objets ont ensuite été insérés dans le manche de la brosse à dents électrique. Après l'opération, Pamela explique qu'elle a tout vu. Le chirurgien est stupéfait, mais prend son témoignage très au sérieux. L'élément le plus convaincant, c'est la description détaillée qu'elle a fournie sur le scalpel utilisé pour tailler les os. Elle l'a comparé à une brosse à dents électrique. C'est exactement ça. De plus, elle a décrit le boîtier où se trouvaient les instruments. Elle a parlé de boîte à outils peu profonde. Et là encore, c'est une bonne description de la réalité. Elle n'avait jamais vu les objets avant. Et elle a quand même été capable de les décrire avec précision. C'était comme si elle avait pu réellement les voir d'un point de vue différent de son corps pendant l'opération, alors qu'elle était plongée dans un coma artificiel. Le docteur Sabom a recensé un grand nombre de cas similaires, sans pour autant convaincre ses collègues. La majorité des médecins, des scientifiques et des psychologues pensent que les patients sont influencés par les sons entendus dans le bloc opératoire. Quand les patients affirment qu'ils ont vu tout ce qui se déroulait dans la salle d'opération, ils ont l'air très convaincants. Mais il ne faut pas oublier l'énorme capacité de création d'images visuelles à travers la perception de sons. Même sous anesthésie, les patients sont capables d'entendre quand on pose des instruments. Ils entendent les chirurgiens parler, dire des choses précises. Ils peuvent alors construire des images visuelles. Or, on sait aujourd'hui que l'ouïe est le dernier des sens affectés par l'anesthésie. Je n'ai rien vu avant l'opération et tout s'est passé si vite que je n'ai rien pu voir autour de moi. Et d'après ce que j'ai compris, l'instrument qui ressemblait à une brosse à dents électrique est très peu utilisé.
Seuls les neurochirurgiens en ont. Et moi, je n'en connaissais pas. Pendant 1 an, une infirmière américaine a tenté une expérience inédite. Elle a voulu prouver que certains malades peuvent sortir de leur enveloppe corporelle. Elle a placé un panneau en hauteur au-dessus du lit des opérés et a projeté des mots choisis au hasard qu'ils ne connaissaient pas à l'avance. Il était placé de telle manière qu'il était impossible de le lire, sauf à grimper sur une chaise, un escabeau ou à sortir de son corps. 24 patients, tous sous anesthésie, ont été soumis à l'expérience. Mais finalement, l'infirmière doit reconnaître que le bilan n'est pas concluant. 3 personnes ont vécu un début de sortie de corps, mais aucune d'entre elles n'est allée assez loin pour dépasser l'environnement immédiat. Et donc, personne n'a été capable de visualiser le panneau et ce qui était écrit dessus. L'infirmière a l'intention de poursuivre ses recherches pour prouver que le phénomène existe et qu'il n'est pas simplement le fruit de l'imagination des patients. Je suis persuadée que l'on peut prouver tout ça. Est-ce que ce sera dans 10 ans, dans 50 ans? Je l'ignore. D'autres chercheurs s'intéressent au côté sombre de la question, à ceux qui n'ont vu ni tunnel ni lumière, mais des images venues tout droit de l'enfer. Les cas sont rarissimes, à peine 4%. J'ai senti que quelque chose me tirait par la tête. Ce n'était pas du tout agréable. C'était très diabolique, très dur. Et puis des ombres sont arrivées. Elles se sont mises à me tourmenter, à me bousculer. J'ai levé la tête et j'ai vu un visage tout blanc qui me fixait. Une face toute blanche, comme un fantôme. Il avait l'air diabolique et ces créatures semblaient vraiment prendre plaisir à me faire du mal. Le psychologue Tony Lawrence a recueilli des centaines de témoignages similaires, tous plus terribles les uns que les autres. Il les compare à de puissants cauchemars qui surviennent la nuit à un moment précis, pendant la phase d'endormissement. À ce moment-là, on est encore conscient de notre environnement et en même temps suffisamment endormi pour inventer en rêve des images très réalistes. Dans certains cas, elles sont même terrifiantes. De telles visions s'apparentent à des expériences de mort imminente, évidemment négatives. L'expérience est particulièrement angoissante pour la personne qui la vit, car les images paraissent plus vraies que nature. Une nouvelle piste donc qui s'ajoute aux précédentes. Et si la science est encore incapable de tout expliquer, une chose est sûre, chacun d'entre nous aura un jour la réponse. Chacun d'entre nous vivra un jour l'expérience de mort imminente, ou plutôt l'expérience de la mort tout court. Tout le monde vivra ce moment quand il cessera de vivre. Finalement, ceux qui ont frôlé la mort sont les plus sereins d'entre nous, car ils pensent être les seuls à connaître le secret. Je ne crains pas du tout la mort. Je ne suis pas pressé de mourir, mais quand le moment sera là, je serai prêt. Je n'ai pas peur de mourir, car je sais que c'est un endroit agréable et gai. Je ne m'inquiète pas. Si c'est cela qui m'attend, le jour de mon décès, il n'y a rien à craindre, parce que c'était vraiment merveilleux. La quasi-totalité de ceux qui ont fait le voyage en gardent un excellent souvenir. Serons-nous nombreux à voir ce fameux tunnel qui conduit à un monde meilleur? Si le doute est permis, la perspective est rassurante.